Bonjour Marilou et merci beaucoup de participer pour le deuxième épisode de El Sofa. Donc moi je suis super heureuse de te retrouver après ces quelques années où on s'est un peu perdu de vue pour discuter de ton parcours et surtout du coup d'action locale, de lien social, d'action collective. Mais sans plus attendre, je vais te laisser te présenter et nous dire un peu qui tu es. Merci beaucoup Anne. C'est un plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Alors moi, c'est Marie Boulot, j'ai 27 ans. Je viens à l'origine d'un petit village dans les Yvelines, donc quelque chose assez convivial, parcours un peu classique de baccalauréat scientifique, grande école, plutôt en économie, et progressivement un peu une question de prise de conscience, de pas vouloir suivre le cursus peut-être de tous mes camarades, continuer vers la finance par exemple, et donc voilà, il y a un master de développement durable, ça m'a un petit peu intéressée, ça m'a titillée, et donc je me suis aussi orientée sur ces questions-là. J'ai eu la chance de faire en fait un échange à la fin de ma licence en économie, du coup à Boston, et j'ai eu un cours qui était assez inspirant sur en fait, l'économie de l'environnement, et ça a un peu déconstruit toute ma conception de l'économie classique, et en fait beaucoup de choses qu'on peut voir différemment, penser différemment, et c'est là aussi où j'ai un peu une prise de conscience de vouloir peut-être m'engager sur ces questions un petit peu alternatives, celles qu'on peut-être on soulève pas assez dans les cursus classiques, et où il y a beaucoup à faire. Voici un petit peu mon petit parcours. Alors, on va parler un peu de tes projets un petit peu plus tard, mais justement, on parle un peu de ton engagement, etc. Et tu t'es engagée très vite aussi dans un secteur qui était un peu moins à la mode à l'époque, qui était un peu les projets locaux. Et ça t'est venu d'où cette volonté un peu finalement, de t'intéresser au local? Alors c'est assez spécifique. Venant d'un petit village, on a eu d'un petit village bien positionné au milieu de producteurs locaux, mais trop petit pour avoir le classique, les commerces un peu classiques. Et j'ai eu la chance en fait d'être dans un village où il y a beaucoup de mobilisation associative. Donc c'est assez normal en fait que des choses qui se créent, qu'il y ait beaucoup d'événements, etc. Et en fait, j'ai grandi dans ce contexte où il y a eu l'idée autour de 2015 par certains habitants de la commune, notamment des gens qu'on fréquentait beaucoup, ma famille aussi était dedans, de lancer une logique de dire il n'y a pas d'épicerie sur la commune, on va gérer nous-mêmes une épicerie avec les producteurs des alentours du village. Et donc j'ai pu en fait être vraiment imprégnée de ces réflexions. Et très vite, ça a beaucoup pris sur la commune. Il y a beaucoup de familles qui ont voulu être adhérentes à cette association qui allait pouvoir avoir les produits directement sur la commune. Et donc ça a fait un super écho, près de 100 familles en un an. Et après, dans les communes alentours, il y a eu l'envie de se dire, on veut faire pareil. Et là, en fait, il y a eu une question un peu de passage à l'échelle. J'ai beaucoup échangé avec mon père sur ces temps-là, parce que lui-même, en fait, il portait aussi ce projet-là. Et de se dire comment on peut aider d'autres communes à faire pareil. Parce que si nous, ce petit village, on peut le faire, peut-être que d'autres petits villages peuvent le faire, peut-être qu'on peut le faire dans d'autres quartiers de plus grandes villes. Et donc, il y a eu la question de se dire comment on peut permettre à d'autres collectifs de pouvoir répliquer la même chose que ce collectif. C'était pas la vocation de cet asso, d'aider d'autres assos. Et du coup, on a créé mon épi en 2017. On a mis un an pour créer mon épi parce qu'il y a eu beaucoup de questions en termes de valeurs, de statut. Est-ce qu'on fait une asso, est-ce qu'on fait une SAS, est-ce qu'on fait une société SIC, etc. pour pouvoir s'assurer que les valeurs initiales de ce projet d'épicerie porté par des habitants, elles puissent se répliquer un peu partout et pas qu'il y ait de dévoiement. On avait déjà en tête que c'était une manière de fonctionner qui était un peu alternative. C'est du direct producteur, c'est sans marge, c'est participatif, donc les habitants qui le portent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait protéger, donc on a créé mon épi pour pouvoir le protéger, l'embarquer et permettre aussi de le proposer à tous les épis qui voudraient se monter dans ce sens-là. Et au début, c'était tout petit. Hein. On est parti d'un épi, 2 épis, 5 épis. Donc voilà, une progression très lente. Et aujourd'hui, on est quasiment à 200 épis ouverts. Donc c'est assez intéressant. C'est impressionnant. Et donc voilà, donc en fait, moi étant étudiante, en ayant des cours d'économie un peu classiques, partant à l'étranger, voyant qu'on peut faire les choses différemment, et en parallèle, les week-ends, etc., on réfléchissait à monter ce projet, de passer à l'échelle, de permettre à d'autres de répliquer cette petite initiative unique de notre village. Et donc c'est grâce à ce contexte un petit peu aussi unique que j'ai mis très tôt les pieds dans la question du local, du participatif, du lien social, des collectifs qui agissent. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, tu nous as un petit peu parlé de mon épi, mais tu mènes aussi un projet qui s'appelle 1000 cafés. Tu fais partie de ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et peut-être aussi nous parler du lien qu'il y a entre les deux, puisque
c'est des projets différents, mais qui ont quand même quelques caractéristiques en commune. Donc, Alors j'ai 2 casquettes, parce que du coup après mes études, après mon master, j'ai cherché aussi quoi faire. Moi j'ai fait un master en recherche sur les questions de lien social et de résilience territoriale. Donc là on voit que mon épi avait beaucoup infusé. Je suis revenue en France, j'ai cherché un stage et je suis tombée complètement par hasard sur 1000 cafés. Donc c'était quand même relativement tôt dans le lancement du programme, vocation de réouvrir des lieux de convivialité dans les toutes petites communes qui étaient dépourvues de ces services. En fait, oui, je me suis dit, mais ça fait complètement sens. Il y a un écho avec mon épi. Mon épi, c'est un projet qui se mène en parallèle, mais on n'était pas du tout dans une dimension d'entreprise, etc. Donc, je voulais aller apprendre aussi dans un programme qui se structurait, qui avait beaucoup d'ambition et du coup qui allait dans le même sens que mon épi. Du coup, je suis rentrée chez Mille Café comme ça, vraiment par hasard. Et du coup, j'y suis toujours. Ça va faire bientôt 4 ans. Maintenant, je suis directrice adjointe de Mille Cafés. On a ouvert des cafés dans beaucoup de communes de France. On accompagne des gérants. On aide à aussi monter des cafés associatifs, des cafés itinérants. On travaille sur les questions de mobilisation citoyenne. Et donc, en fait, le lien, il est assez évident. On est sur comment on peut faire en sorte d'apporter services, liens dans des lieux qui sont délaissés. Comment on fait en sorte que ce soit les habitants eux-mêmes qui se saisissent de ces questions, parce que c'est le plus résilient, c'est quand c'est ces personnes-là qui portent le sujet. On ne vient pas apporter une solution, proposer un service là où il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'en ville, typiquement, on peut rouvrir des cafés, on peut ouvrir des restaurants. Il y a une zone de chalandise, c'est une logique économique, très bien. Là où on va se positionner aussi bien avec les épis, aussi bien avec Mille Cafés, c'est des lieux où en fait il n'y a pas tout à fait de logique économique, ou pas toujours. Par contre, il y a un vrai besoin, et c'est pour les habitants qu'il faut pouvoir trouver des moyens de se rassembler, de coopérer, d'avoir accès aux services de base, parce qu'en termes de qualité de vie, en termes de capacité à s'entraider, surmonter aussi des moments qui sont plus difficiles, etc., si on n'a pas ces instances pour se réunir, en fait, on est complètement isolé, on est dans une société, du coup, un peu éclatée, et ça, du coup, je trouve que c'est assez dramatique, et en termes même de mon parcours de recherche, il y a beaucoup d'études qui montrent que le lien social est essentiel dans la résilience territoriale, dans la gestion des crises. Et pour moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup fait travailler, beaucoup fait réfléchir. Et c'est ma manière concrète de trouver une solution face aux grands enjeux de notre siècle. C'est du coup à travers les humains qu'eux-mêmes, ils aient la capacité de pouvoir avancer ensemble et rebondir ensemble. ça, c'est très bien dit. Et justement, on parlait de besoins. Et je t'avais déjà entendu dire que toi, tu n'avais pas eu de volonté d'entreprendre. Donc là, je pense peut-être particulièrement à mon épi, mais que tu voulais répondre à un besoin. Et pourtant, quand on écoute un peu les discours dans la Startup Nation, etc., euh, les entrepreneurs ont plutôt un discours inverse. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette différence, toi? Pourquoi tu marques cette différence? Alors, je dirais que dans la Startup Nation, il y a beaucoup de création de besoins. Et pourquoi pas, hein. Après, voilà, le marketing, mettre en avant des nouvelles idées, et beaucoup de consommation, beaucoup de croissance. Pour moi, c'est la création de besoins. Les thématiques sur lesquelles moi, je travaille et auxquelles j'ai voulu apporter une réponse, c'est des besoins vitaux. En tout cas, c'est un peu la pyramide un peu basique, mais il faut se nourrir, il faut pouvoir avoir un toit, il faut pouvoir coopérer avec les gens avec qui tu vis autour. C'est le minimum pour pouvoir fonctionner. Et donc, adresser une réponse à ces besoins essentiels. Et du coup, il se trouve que pour le faire, il faut entreprendre. C'est pas la même approche que parfois vouloir entreprendre. Il y a des personnes aussi qui ont des profils qui créent des projets non-stop. Et du coup, en fait, tant mieux si ça répond à un besoin, mais parfois, on ne sait pas toujours. Donc, c'est pour ça que je pense que les deux sont souvent liés, mais c'est pas systématique. Et quand on crée un projet à partir de besoins qu'on ressent, qu'on a vécu, qu'on a pu étudier, du coup, je pense que l'approche elle est un petit peu différente. Et c'est là où il y a des questions de recherche, de se nourrir aussi en termes de lecture, rester connecté tout ce qui peut se faire dans le monde universitaire aussi, et l'appliquer sur le terrain. C'est quelque chose qui est un petit peu différent que peut-être la manière dont on voit la Startup Nation aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de très belles choses qui se font dans la Startup Nation, donc je ne la décris pas, c'est pas l'idée. Non, non, c'est bien, mais c'est intéressant ce point de vue. Et moi aussi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans ton expérience, c'est un peu, et comme tu l'as beaucoup mis en avant même là un peu dans ton discours, c'est la prédominance de l'action collective. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça se manifeste dans tes projets et pourquoi pour toi elle est si importante?
Alors concrètement, un épi, par exemple, c'est 100% de l'action collective. C'est des habitants qui se rendent compte qu'ils sont face à un besoin d'avoir accès à des produits locaux ou alors de se réunir. Il y a différents axes à présent. Qu'on va réussir à accompagner dans la mobilisation, la création d'un collectif. Et avec les bons outils et la bonne ingénierie, on va dire, en termes de capacité à organiser leur fonctionnement, en fait, ils arrivent à créer des choses qui sont absolument géniales. Mais ça, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de marge, on est sur des modèles qui sont extrêmement agiles, qui sont extrêmement résilients. Et du coup, ça, pour le coup, c'est une action collective qui est géniale. Il y a très peu de limites à l'action collective, hormis le fait de réussir à pouvoir s'entendre ensemble, la gouvernance, etc., qui sont des grosses limites. Le monde associatif, c'est un des vrais sujets, hein, comment on garde mobilisé, etc. Il y a de l'essoufflement. L'approche participative qu'on retient chez mon épi, c'est de se dire, pour pouvoir continuer à accéder à ce lieu qui est sympa, qui nous fait vivre, qui fait rayonner, il faut contribuer. Et si tu contribues pas, en fait, à un moment, tu peux pas continuellement être un passager clandestin, comme on peut le voir en économie, mais du coup, là, on le voit dans une logique assez collective. Et du coup, en fait, tu peux plus accéder. Et ça permet aussi, en fait, d'entretenir, de faire des petits rappels, etc. Et c'est un peu la logique, au final, où on s'est rendu compte, des années après avoir observé les épis, comment ils fonctionnaient, avec un peu de réflexion. C'est un peu comme les communs. Les communs qu'on étudie en économie, où il y a cette ressource partagée, qui peut être, en fait, passer des bons moments, avoir accès à des produits locaux. Il y a des règles à suivre, il faut participer, etc. Et en fait, si tu as accès à tout ça, du coup, le commun, il fonctionne. Et la question de la gouvernance et comment on fonctionne entre humains, du coup, elle revient. Et du coup, c'est un peu des petits communs qu'on vient réinstaller avec des outils, aussi bien du coup une plateforme numérique dans le cadre de mon épi, que dans la logique des cafés qu'on va essayer de relancer, c'est des logiques de liens humains, des choses assez simples, de services, d'accessibilité. C'est des questions de fracture territoriale sur lesquelles on se positionne. Et pourquoi c'est aussi important? Parce qu'en fait, si les gens coopèrent, ils ont une capacité à rebondir, à être résilients. Et ça, pour moi, j'en suis complètement convaincue. Donc, c'est ma manière je reviens là-dessus, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que en ayant lu des études sur des communautés qui sont ravagées par des tsunamis, par exemple, c'est un petit peu radical, mais c'est le cas. Ce qui a été remonté, c'est qu'il y a des communautés qui étaient déjà soudées avant le tsunami. En fait, ils se réorganisent extrêmement vite, ils s'entraident. Et du coup, ils peuvent faire face à des grosses difficultés imprévues versus des communautés qui sont assez éclatées, qui n'ont pas ces liens. En fait, ils rebondissent pas. Généralement, c'est à la fin du village, il n'y a plus rien derrière. Et quand on se dit que c'est un monde où il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, il y a beaucoup de crises auxquelles on va faire face, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout anticiper. J'ai étudié des questions d'urbanisme, la ville de demain, on ne peut pas anticiper toutes les crises, tout prévoir. Par contre, on peut faire en sorte que les humains eux-mêmes soient outillés, qu'ils aient cette capacité à coopérer. Et là, du coup, la question de la résilience, elle s'approche différemment. Et je pense qu'on a une vision aussi du futur qui est un peu plus sereine, parce qu'on sait qu'on peut le faire nous-mêmes, même tout nus, même avec plus rien. Mais justement, on parle de crise, etc. Et moi, j'avais un peu une question un peu liée à ça. C'est que pour toi, est-ce que tu penses que la dynamique du collectif, ça peut entraîner davantage de personnes à s'engager dans des projets qui font sens? Et si je vais vraiment, on a parlé de tsunami, etc., si je vais vraiment à l'extrême, est-ce que tu penses qu'en fait, ça va être un peu la clé pour nous sortir un peu de cette crise sociale, cette crise écologique? Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, toi, avec ton expérience à une échelle plus locale? Alors, le fait qu'un collectif se crée et qu'il y ait une dynamique, globalement, la dynamique entraîne la dynamique. Donc oui, ça va attirer d'autres personnes qui vont être curieux, qui vont vouloir voir comment ça fonctionne, qui vont vouloir aussi participer parce qu'en fait, on a une attraction naturelle à vouloir faire partie du groupe. Donc, s'il y a un collectif qui fonctionne bien, on veut y aller. La limite à ça, c'est qu'en fait, un groupe, ça a une limite. Et donc, il y a des règles, etc. Donc, ça pose des questions en fait de qu'est-ce qu'on rejette du groupe. Donc, d'où l'importance de travailler les valeurs initiales du groupe, l'acceptation des autres, pour ne pas arriver sur un groupe qui est tellement uni, tellement soudé qu'en fait, il rejette des personnes qui ne sont pas dans les mêmes valeurs. C'est une limite importante. Est-ce que c'est la clé pour l'avenir? C'est compliqué à dire parce que ça fait aussi, c'est une approche de compromis qui plaît pas à tout le monde ne fonctionne pas pareil, tout le monde n'a pas grandi pareil, tout le monde n'a pas la même capacité à avoir envie en fait à apprendre que ça peut être intéressant d'être dans un groupe, d'être bénévole. Ça c'est tout le monde n'a pas le même parcours de vie, donc ça peut faire peur. Parfois c'est aussi un peu mal vu. Il y a tout type de collectif. Je sais pas si c'est une réponse universelle. Ça peut être une belle réponse. Ça peut faire des très beaux lieux, des très beaux endroits. Après je sais pas si on pourra avoir
un 100% de population qui fonctionne sur ce type de mécanisme, mais ce serait chouette. Et donc justement, on parle d'avoir envie, comment est né finalement le fait de vouloir faire partie d'un projet, d'un engagement. Et du coup, tu nous l'as un peu évoqué, mais moi j'aimerais bien aussi revenir un peu sur toi, ton engagement. Du coup, mon épice, c'était un projet familial, si j'ai bien compris. Et du coup, comment tu penses que ta famille a eu un peu, on va dire, cet effet bénéfique sur ton engagement, sur ton envie de changer les choses, et peut-être comment ça s'est aussi répandu entre vous? Alors ça a beaucoup joué, je pense, du coup, bah, aussi bien le 1er épi qui s'est créé et du coup mon épi par la suite, c'est des personnes de mon village, personnes de ma famille aussi. Ce qui fait que du coup dans les associés fondateurs, parce que c'est une entreprise qu'on avait retenu comme format, Mmh. bah, en fait il y a mon frère et mon père, il y a le père de ma meilleure amie, il y a, la mère d'un pote de mon frère, le pote de mon frère, et il y a cette logique en fait un peu intergénérationnelle. Donc on a les adultes, et les enfants, bon, on a un peu grandi depuis. Et le but, c'est de ramener en fait des compétences diverses. Et ça, on a réussi à se rendre compte que dans le temps, aujourd'hui, en fait, on a parfois des associés qui viennent, qui contribuent de manière tellement précieuse, ponctuelle dans le projet. C'est quelque chose, c'est un atout qui est incroyable. Et le fait que mon père, par exemple, c'est une figure prédominante de mon épi, il a inspiré énormément de collectifs à se lancer. Il a aussi eu la capacité à maintenir la vision, maintenir le cap, même quand parfois on se disait jamais on pourra continuer à tenir le rythme parce qu'on bosse le soir, on travaille le week-end, c'est compliqué, ça va pas passer à l'échelle, on n'aura pas les financements pour pouvoir développer la plateforme comme on veut pour répondre aux besoins qui sont nécessaires. Et donc oui, en tout cas lui, il y a toujours cru, il a emmené beaucoup de monde. Et après, dans le fait de se nourrir mutuellement, j'ai des débats sans fin avec mon père sur ces sujets, les communs, la résilience, les différentes formes de liens qui peuvent exister, notamment la partie la phase juste en master de recherche. C'était sans fin, on se passe des livres. Donc c'est aussi une chance d'avoir ce type de lien. Moi, je travaille avec mon frère, et du coup, on a des liens très professionnels dans le cadre de nos temps de travail. Et donc, ça permet aussi de maintenir un peu des liens que j'aurais peut-être pas pu avoir autant ou différemment. Donc, c'est vraiment apprécié. Mais c'est vrai que c'est pas un travail temps plein. C'est quelques heures par semaine, des temps un peu de rush aussi par-ci par-là. C'est comme un engagement associatif, je pourrais dire, que j'ai fait avec le reste de ma famille, avec le reste de mon village. Et donc il y a un attachement hyper fort parce que ça vient vraiment de la famille, ça vient du village, c'est les racines même du projet. Et on a envie de le protéger tel qu'il est né au tout début, quoi. C'est super joli. Alors bon, maintenant, je vais te poser la fameuse question qu'on pose à tous nos invités. Pour toi, notre existence a-t-elle un sens? Et si oui, lequel? Alors, si la question c'est notre existence, est-ce que les humains ont un sens en termes d'existence? Pas tant que ça. En tout cas, j'ai une approche assez naturelle des choses où voilà, on est une espèce animale parmi d'autres. Donc j'irai pas plus loin là-dessus. Par contre, est-ce qu'il y a du sens à donner est-ce qu'on devrait donner du sens à notre propre existence? Je pense que c'est important. Chacun donne le sens qu'il veut, bien entendu, mais c'est un compas. Je trouve que c'est un peu un cap qu'on peut avoir au quotidien. Faut pas non plus réfléchir au sens de son ne plus vivre sa propre existence et parfois un petit peu savoir où on va. Parfois on oublie un petit peu qu'il y a un sens à l'existence et ça permet de revenir un petit peu, prendre de la hauteur quand il y a des grands choix importants dans la vie, dire un peu pourquoi, c'est quoi l'intérêt de tout ça. Mais j'y attache peut-être pas tant d'importance, j'ai une vision assez naturelle de l'évolution des choses, des humains et de la nature, et qui est bien au-delà et bien plus forte que les humains qui font leur petit chemin sur la Terre. Oui, il faut être un petit peu humble. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement et dont tu aimerais en apprendre davantage sur le parcours de vie, sur le parcours d'engagement? J'ai pas nécessairement des profils, en tout cas des personnes qui vont peut-être spécifiquement m'inspirer. Par contre, typiquement, je sais qu'il y a toutes les personnes qui lancent, qui travaillent beaucoup sur les low-tech. Je
retiens pas bien les noms, etc. Et je vois ce qui se passe, je vois ce qu'ils font. Et ça, pour le coup, ça m'inspire énormément. C'est une autre approche assez pragmatique, assez simple des choses, je trouve qui donne beaucoup envie, qui a un côté assez ludique. Et c'est typiquement un peu les parcours où tu te dis, bah, c'est, voilà, je pense que c'est des, pour moi, c'est, a priori, c'est que des personnes qui ont fait des grandes écoles, des ingénieurs qui changent un peu de cap. Et ça, en fait, ça a un impact potentiellement monumental auprès de beaucoup de populations. Ce qu'ils peuvent faire, c'est à connaître. Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant de partager un peu ces parcours-là aussi pour en sache plus sur eux. Ok, on en prend bonne note alors. Bah écoute, Marie-Lou, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. C'était très intéressant d'avoir un peu ton opinion sur tous ces thèmes. Et puis, bah, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup pour l'invitation, Anne.